Merci de nous rejoindre, messieurs et dames. Bienvenue à vous dans cette édition d'information à 30 télévisions. D'abord, les titres. Le président rwandais Paul Kagame est le dernier sur la liste en ce qui concerne la démocratie. Réaction de Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, après la déclaration du chef de l'État du Rwanda accusant le président Tshisekedi de trouver des faux fuyants derrière l'agression rwandaise pour justifier le glissement. Le Sénat décide de convoquer à nouveau le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze. L'Assemblée plénière de la Chambre haute du Parlement attend des explications sur la non-reprise des travaux de construction du barrage des Katende au Kasaï central. Jean-Marc Kabunda Kabound, déjà plus de 100 jours à la prison centrale de Makala, son parti politique a organisé une messe de prière pour sa libération. Alliance pour le changement en appel à la justice divine face aux mauvaises manœuvres de la justice humaine. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bonsoir et bienvenue. La situation humanitaire et des droits de l'homme à l'est de la République démocratique du Congo, touchée par l'agression des rebelles M23. Deux questions qui étaient au cœur du briefing presse du jeudi 1er décembre 2022. Briefing conjointement animé par le ministre de la Communication et des Médias et ses collègues d'Affaires sociales et droits humains. Reportage. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Devant la presse, dans cet exercice de redevabilité, le ministre de la Communication et Médias a d'abord commencé par commenter l'actualité avec la suspension des travaux entamés à Nairobi au Kenya pour le retour de la paix en RDC. D'après Patrick Muyaya, les travaux suspendus vont reprendre après vérification de l'identité de certains participants. C'est malheureux justement de noter qu'il y a cette forme d'obsession sur tout ce qui se passe en RDC où on veut à tout prix avoir le contrôle. J'ai vu, comme vous, la dépêche de Giscard Koussema, on en saura davantage, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas ça qui va nous empêcher de continuer. Si suspension il y a eu, c'est sûrement pour quelques heures, le temps d'être sûr de la sécurité, le temps d'être sûr que ceux qui y prennent part sont des personnes habilitées, qui ont été accréditées et qui sont là pour ça. De son côté, le ministre des Affaires sociales a avancé les chiffres de plus de 5 millions de déplacés enregistrés suite à l'insécurité à l'est du pays. Que notre pays vit un drame humanitaire grave. Nous avons sur tout le pays un déplacement massif de plus ou moins 5 600 000 personnes. Pour la seule province de l'Ituri, nous pouvons dénombrer 1 600 000 et pour le Nord Kivu, 1 800 000. Pour sa part, le ministre des Droits humains a souligné qu'aux côtés d'autres faits déplorables, la situation des droits de l'homme est également catastrophique avec l'agression rwandaise. Il faut une justice. Il faut que les bourreaux répondent, et les acteurs matériels et les acteurs moraux. Il faut que tous se répondent devant les cours des tribunaux. Et après, c'est là que nous ayons une réparation. Pas une indemnisation, mais une réparation, parce que l'action publique, je parle sous le contrôle de tous les juristes qui nous suivent, la justice classique a montré ses limites dans la mesure où l'action publique s'éteint lorsqu'on ne sait pas mettre la main sur l'auteur de l'infraction. Lors de cet exercice, le ministre des Affaires sociales a annoncé la tenue d'un téléthon le samedi prochain pour la récolte des fonds, en solidarité avec la population de l'Est de la RDC. Au cours du même briefing, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a réagi aux propos tenus mercredi dernier par le président rwandais Paul Kagame devant les parlementaires de son pays, le Rwanda. Le président rwandais avait accusé Félix Tshisekedi de se cacher derrière des fausses accusations contre le Rwanda pour ne pas organiser les élections dans le délai. Pour Patrick Muyaya, Paul Kagame ne peut pas donner des conseils en matière de la démocratie. Suivez. Je pense d'abord que le président Kagame n'a pas de qualité pour faire un quelconque commentaire sur ce qui concerne les élections. Premièrement, avant de parler élections, on doit parler de liberté d'expression. Est-ce que liberté d'expression existe au Rwanda? Deuxièmement, on parle de liberté de manifestation.
Est-ce que la liberté des manifestations existe au Rwanda? Non. Troisièmement, comment il est arrivé au pouvoir? Quelle a été la méthode qui a été utilisée? Quatrièmement, je ne vous rappelle rien, mais vous vous souvenez du référendum qui s'est tenu, je crois, en 2015, où à 99,1% ou 98,1%, on a dit oui à une forme de présidence à vie, parce qu'il s'est assuré de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Mais il vaut mieux d'abord qu'il regarde chez lui si les Rwandais sont libres de s'exprimer, si les Rwandais sont libres de manifester, si lui, il est en mesure de supporter une quelconque opposition à sa pensée unique. Donc je ne voudrais pas en dire davantage, mais je pense que pour tout ce qui concerne la démocratie mondialement, il est le dernier sur la ligne, c'est connu. Ces choses faites maintenant, l'accord signé entre le groupe Ventura de l'homme d'affaires israélien Dan Gettler et le gouvernement congolais est rendu public. C'est le ministre des Finances qui l'a publié le jeudi 1er décembre 2022. Nicolas Kazadi a expliqué les avantages pour les Congolais de récupérer les actifs miniers. C'était en présence de l'inspecteur général chef des services de l'IGF, Gilles Lingueté, et du DIRCABA du président de la République et des membres de la société civile. Reportage signé Rachel Kitsita et Galvatou Zolana. C'est dans le souci d'accélérer le développement de la République démocratique du Congo que le chef de l'État Félix Tshisekedi a opté pour l'idée de rendre opérationnels les actifs miniers de la RDC en les récupérant des mains de l'homme d'affaires israélien Dan Gettler. Parce que nous sommes en partenariat privilégié, partenariat pour la paix et la prospérité, et ensuite parce que très logiquement, pour mettre en œuvre cet accord, il faut bien qu'on tienne compte des sanctions. Parce que cet accord, la mise en œuvre de cet accord suppose une ultime transaction avec Dan Gettler. Et donc, dès lors qu'il est sous sanctions américaines, nous devons en tenir compte, surtout lorsque ces sanctions viennent de notre partenaire privilégié, partenaire qui, par les mêmes sanctions, nous a aidés à progresser dans notre marche. Donc, ne vous inquiétez pas pour cela. Nous avons agi en responsable et ça a pris du temps parce que nous sommes deux administrations et nous avons pris le temps de travailler pour être sûr que nous nous comprenons sur l'essentiel. Y avait-il urgence pour l'État congolais de signer un accord avec le groupe Ventura de Dan Gettler? Le ministre des Finances explique. Et ce qui vient de se faire avec Dan Gettler est un bon exemple où un opérateur compromis, impliqué dans ce que nous avons appelé la gouvernance prédatrice du secteur minier, a accepté de faire amende et de revenir en restituant ses actifs. Nous n'avons pas le droit de ne pas le considérer. Et donc, dans l'histoire de ce pays, si on veut compter ceux qui ont, à un moment ou à un autre, profité de nos faiblesses pour prendre avantage sur nos actifs, la liste est longue. Dès lors que nous avons récupéré nos actifs, dès lors que l'intéressé accepte de se retirer, nous n'avons plus intérêt pour les sanctions en tant que pays. Mais nous savons et nous reconnaissons que c'est la responsabilité des États-Unis. Ce sera à eux de prendre leurs décisions comme ils pourront la prendre. Mais pour nous, notre objectif, c'est de récupérer ces actifs, de les mettre en opération. Et dans les longues discussions que nous avons eues avec nos partenaires américains, nous leur avons expliqué cela. Nous avons dit, nous sommes des partenaires privilégiés pour la paix et la prospérité. Nous voulons des investissements américains et les Américains veulent investir chez nous. Et donc, aujourd'hui, on a des actifs importants et stratégiques qu'on doit mettre en opération. Ce serait quand même contradictoire que le processus des sanctions américaines empêche ces investissements massifs, alors que les deux parties veulent qu'il y ait un accroissement des investissements au profit de la RDC. L'accord signé par le gouvernement congolais et le groupe Ventura stipule entre autres que le groupe Ventura s'engage à transférer à la RDC les permis pétroliers et droits miniers, notamment les permis des blocs 2 et 1 du lac Albert. Cet accord
Vaut également reconnaissance par la République démocratique du Congo des dettes en faveur de Ventora au titre des coûts d'investissement convenus et à payer par la RDC à Ventora de l'ordre de 240,7 millions d'euros assortis d'un taux d'intérêt de 6% l'an à dater de la signature de l'accord. Ventora renonce cependant à toute réclamation présente ou future au sujet de la propriété de ses actifs. Cet accord vaut également reconnaissance par la GECAMIN du prêt contracté auprès de Ventora d'une valeur de l'ordre de 192 millions d'euros. Dans les mêmes conditions, la reconnaissance par Ventora d'un montant complémentaire au titre de royalty KCC à dévoir à la GECAMIN de l'ordre de 249 millions d'euros. En compensation, Ventora doit à la GECAMIN la somme de 57 millions d'euros dont les intérêts de 6% l'an courent à dater de la signature des accords jusqu'au parfait paiement. Je le disais dans les titres, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Moinzé, de nouveau invité au Sénat pour s'expliquer sur le blocage des travaux de construction du barrage des Katende, un site censé produire de l'électricité au Kasaï. La Chambre haute du Parlement a approuvé cette interpellation lors de la séance plénière du jeudi 1er décembre 2022. Reportage signé Mécha Kwabino. La non-reprise des travaux de construction de la centrale hydroélectrique des Katende dans la province du Kasaï, voilà la raison de cette énième convocation à la Chambre haute du Parlement du ministre des Ressources hydrauliques. Lors du débat général qui s'est tenu en huis clos, le sénateur Denis Kambaï, initiateur de cette action parlementaire, a révélé que la promesse faite en mars dernier par le ministre Olivier Moinzé concernant le redémarrage des travaux de ces sites est restée lettre morte. C'est ce qu'a expliqué le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Après débat et délibération, nous avons examiné le texte. Il y a eu plusieurs intervenants. À l'unanimité, donc tous les sénateurs décident de l'interpellation du ministre des Ressources hydrauliques et électricité suite aux questions qui ont été posées, notamment concernant la chute de Katende, dont les travaux devaient déjà arriver à terme, tel que l'avait promis le ministre lors de son passage ici. Toujours au cours de la même séance plénière du jeudi, le Sénat a voté en seconde lecture une nouvelle prorogation de l'état des sièges dans la partie est du pays. Entre-temps, à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont déclaré recevables deux propositions de loi présentées par la Commission droits de l'homme de la Chambre basse du Parlement. La première proposition portant principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire et la seconde relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Élisée Mafou. La proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire déclaré recevable à ce jour à l'Assemblée nationale apporte plusieurs innovations. Selon les députés nationaux Gary Saketa et Jean-Marc Lombakou, initiateurs de la présente loi, cette proposition a été élaborée dans le sens d'améliorer les conditions carcérales des détenus conformément aux instruments juridiques internationaux ratifiés par la RDC. Partout, lorsque les Congolais se trouvent en prison, les conditions sont extrêmement difficiles. Il y a même un nombre qui meurt en prison. C'est pourquoi mon collègue et moi avions estimé qu'il fallait proposer une loi qui mette les conditions les meilleures à ceux qui sont détenus dans les prisons congolaises. Donc notre but, c'est de désengorger les prisons, faire une différence entre les salles où doivent être détenus les prévenus et là où doivent être détenus les condamnés, parce qu'ils sont dans des situations tout à fait différentes. Nous avons également innové et principalement sur le fait que dans la loi, il est prévu que dès lors qu'un prisonnier atteint la limite de sa condamnation ou de sa détention, il est libéré par le directeur de la prison. On n'a plus besoin d'attendre le parquet ou d'attendre une instruction politique. Autre initiative déclarée recevable, la proposition de loi portant protection des défenseurs des droits humains. Parmi les grandes innovations, les mécanismes de protection qui résident dans l'obligation, un combat
à l'État congolais. La loi propose également des poursuites à l'encontre des défenseurs des droits humains. Après débat, un délai de 48 heures a été accordé aux élus du peuple pour apporter des amendements et la commission dispose des 3 jours pour travailler. Restons encore au Palais du Peuple où le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a reçu en audience jeudi une délégation des investisseurs australiens. La rencontre a porté sur le projet d'investissement au site d'Inga dans le Congo central. Commentaire, Naomi Massanga. Le groupe des investisseurs australiens venus à la rencontre de Christophe Mbosso Kodia sont membres de la structure dénommée Fortescue Future Industries. Ils sont venus signer les derniers avenants à l'accord portant implantation et développement de grandes industries vertes. Nous avons eu une excellente réunion avec l'honorable président de l'Assemblée et l'honorable président nous a confirmé son intérêt pour les investisseurs sérieux et viables. Et nous sommes des investisseurs très conscients du fait que nous devons avoir un impact sur l'économie locale, créer des emplois et former des gens. Et nous, Fortescue Future Industries, nous voulons travailler avec le gouvernement congolais et le peuple congolais pour être à mesure de développer ici les grandes industries vertes. Pour sa part, la directrice générale de cette société a expliqué que leurs investissements auront un impact sur l'économie locale à travers la création d'emplois et la formation des agents. Ici est de noter que le site d'investissement de Fortescue Future Industries et la localité d'Inga dans la province du Congo central. Toujours en rapport avec le Parlement congolais, le collectif 24, en collaboration avec ses partenaires techniques, a organisé une table ronde sur la responsabilité des parlementaires dans la promotion du droit d'accès à l'information. La table ronde a réuni la société civile, les députés nationaux et les journalistes dans l'objectif d'informer sur l'importance d'avoir une loi sur l'accès à l'information. C'était le jeudi 1er décembre. La suite avec Élisée Mafou. La table ronde organisée par les collectifs 24 à l'intention des parlementaires entre dans le cadre des activités de sensibilisation et de plaidoyer que mène cette structure en vue de doter la RDC d'une loi d'accès à l'information. Plusieurs exposés développés au cours de cette table ronde ont mis en évidence l'importance pour la RDC d'avoir une loi d'accès à l'information. Dans son intervention, le député Célestin Ngelemba a épinglé quelques avantages de la loi d'accès à l'information. Vous savez, l'accès à l'information, c'est un facteur non négligeable pour un pays. Dans notre environnement, nous avons beaucoup de ressources qui flottent et qu'on n'arrive pas à avoir. Je peux vous citer aujourd'hui, l'eau chez nous, ça nous donne quoi? Pourtant, l'eau, ça devait être vendu et puis il y a l'argent qui entre dans la caisse de l'État. L'espace vert que nous avons dans notre pays, dans d'autres pays comme le Brésil, c'est payant. Mais chez nous, on va payer, on va mettre ça dans quelle ligne? Je prends la tourbière. Dans d'autres pays, aujourd'hui, la tourbière, c'est une ressource non négligeable dans la ségrégation de carbone. Mais ça doit être payé. Mais si on va payer, on va mettre ça dans quelle ligne dans la comptabilité congolaise? Il n'y en a pas. Nous avons, aujourd'hui, nous parlons de crédits carbone, la vente de carbone. Mais on peut donner cet argent aujourd'hui. Ça va entrer sur quelle ligne? D'autres intervenants, notamment les députés Claude Nyarungabo, Juvenal Munobo, Adolphine Biayouma, ont tablé sur l'importance de la loi d'accès à l'information face aux impératifs sécuritaires, la transparence électorale et les contrôles parlementaires. Pour les collectifs 24, la loi sur l'accès à l'information est un gage dans la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion de la chose publique. De la question sur l'accès à l'information, parlons cette fois-ci de questions liées à la nationalité et la patrie qui était au menu d'une formation à l'attention de membres de la société civile de la ville de Kinshasa. Formation organisée jeudi à Kinshasa par le comité technique interinstitutionnel de lutte contre la patrie en partenariat avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Objectif: sensibiliser les organisations de la société civile sur les enjeux de l'adhésion de la RDC aux conventions sur la patrie dès 1954 et dès 1961. Reportage signé Élisée Mafou et Merveille Kitita.
des groupes thématiques sectoriels du gouvernement. Les membres de la société civile ont été outillés sur les questions relatives à la nationalité et à l'apatridie et ses conséquences. Les objectifs poursuivis par le comité technique interinstitutionnel à travers cette formation de lutte contre l'apatridie sont entre autres d'éradiquer l'apatridie d'ici 2024, d'obtenir la ratification par la RDC des conventions de 1954 et 1961 sur l'apatridie, ainsi que de sensibiliser la population à la nécessité d'enregistrer les naissances et exhorter les parlementaires à légiférer une loi en la matière. En ma qualité de coordonnateur du projet, de vous souhaiter la bienvenue dans ce beau cadre du Centre Bethany à l'occasion de l'atelier de formation des membres du cadre de concertation de la société civile congolaise sur la nationalité et l'apatridie que le comité technique interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie en RDC, c'était là aussi, organise en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La RDC s'est engagée donc à éradiquer l'apatridie sur toute l'étendue du territoire national. L'engagement le plus important, qui a même fait l'objet de cette session de formation de la société civile, consiste à adhérer d'ici 2024 aux conventions sur l'apatridie. Une fois que la RDC aura adhéré à ces conventions, il va s'en suivre la réforme du cadre légal régissant la nationalité congolaise. La formation s'inscrit dans le cadre du programme du développement durable des Nations Unies qui exhorte les États à garantir une identité juridique à tout par l'enregistrement des naissances à l'état civil afin d'éviter l'apatridie. Direction l'Assemblée provinciale de Kinshasa où le ministre provincial de l'Intérieur a répondu aux préoccupations des élus provinciaux sur la question orale lui adressée en rapport avec les phénomènes Kuluna dans la capitale congolaise. Le ministre Didier Tengete Lito a épinglé des difficultés enregistrées pour indiquer ces fléaux à Kinshasa. Des réponses qui ont conduit l'auteur de la question orale à formuler quelques recommandations. C'était au cours de la plénière de ce vendredi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Reportage, Josué Benbanzo et Rodrigue Ngombo. Le ministre provincial de l'Intérieur, Didier Tengete Lito, était revenu à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour répondre aux préoccupations soulevées par des élus au sujet du phénomène Kuluna. La question orale sur la montée de ces fléaux a été initiée par le député provincial Eric Boukoula. Prenant la parole, le patron de la sécurité des Kinois a, dans sa réplique, démontré le travail qu'abat son ministère pour mettre fin à ces phénomènes. Didier Tengete Lito a évoqué quelques points qui échoppent l'exercice par le gouvernement provincial des actions contre les Kuluna. Mais les attentes Kinois est tout à fait noble et elle est normale et nous allons évidemment nous battre pour trouver toutes ces solutions. Mais ces solutions ne viennent pas seulement au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est pour ça que nous avons demandé à l'Auguste Assemblée de veiller et de se constituer en lobbying par la haute hiérarchie par rapport à ces textes de la loi de 2011 qui consacre l'organisation et le fonctionnement de la police. De son côté, l'initiateur de la question orale n'a pas trouvé bon de passer à la motion de défiance. On n'a pas eu de solution, on a eu des réponses. Mais en même temps, on s'est dit que chercher la tête du ministre, c'est-à-dire peut-être aller vers une motion de défiance, est-ce que ça va nous donner une solution? Je ne pense pas. On aura un nouveau ministre qui viendra, qu'on devra interpeller ici encore et recommencer toute la démarche. Donc je pense que ce que nous avons fait, c'est plutôt une mise en garde. Nous lui avons donné des pistes et des solutions, parce que c'est à lui d'amener la solution. Nous avons donné des pistes et des solutions. Et nous osons croire qu'il va les mettre en application pour que finalement qu'une solution soit trouvée. Il s'est dénoté que l'initiateur de la discussion orale a proposé la création d'une commission mixte Assemblée nationale et Assemblée provinciale pour la décentralisation de la police nationale congolaise. De Kinshasa, en province, l'Assemblée provinciale de Haut-Ouélé a déclaré recevable le projet de dit budgétaire exercice 2023, projet de budget estimé à plus de 185 millions de dollars américains, dont l'approbation est intervenue après les réponses du gouverneur aux préoccupations des élus provinciaux. Images et commentaires de la presse du gouvernorat de Haut-Ouélé.
À la suite de la présentation du projet du budget 2023 de la province du Haut-Touélé chiffré à plus de 371 milliards de francs congolais. Ça n'est suivi du débat général par les députés en groupe parlementaire qui se succèdent ici à la tribune de l'Assemblée provinciale, pleine de spectateurs dont le membre du gouvernement, ceux du comité de sécurité et d'autres. Les grandes modifications qui ont influencé le montant total de ces projets de crédit budgétaire, la part des recettes à caractère national allouée aux provinces, les ressources provenant de la Caisse nationale de péréquation, recettes propres. 24 heures après, soit mercredi 30 novembre 2022, le gouverneur revient à l'organe délibérant pour sa réplique aux questions et aux préoccupations des élus provinciaux. Détendu, à l'aise et précis, Christophe Bassian-Enanga prend son temps pour répondre dans une plénière marquée de temps à autre par l'enthousiasme des députés et du public spectateur. Réponse satisfaisante pour la recevabilité à l'unanimité de ce projet du budget. Pouvons-nous recevoir ce projet de 10, chers collègues? Si oui, veuillez les manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Le projet dédié contenant le budget de la province de Haut-Touélé pour l'exercice 2023 est déclaré recevable. Ce projet dédié du budget 2023 de la province du Haut-Touélé est versé à la commission ECOFIN de l'Assemblée provinciale pour quelques amendements avant son adoption par la plénière. Restons dans cette même province. 58 ans se sont déjà écoulés depuis l'assassinat de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarit Nengapeta le 1er décembre 1964. À l'occasion, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, a offert une Jeep de marque Land Cruiser aux religieuses des Bafouabaka dans la province des Hautes-Ouélé, dernier lieu d'affectation de la bienheureuse avant son martyre. C'est le gouverneur de Haut-Touélé, Christophe Bassian-Enanga, qui a remis ses dons de la première dame au cours de la messe organisée en mémoire d'Anouarit Nengapeta. Ce sont plusieurs pèlerins qui ont fait déplacement de l'esplanade du chantier du sanctuaire en mémoire de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarit Nengapeta pour honorer sa mémoire 58 ans après son décès. Plusieurs personnalités ont également pris part à cette messe dans la ville d'Issiro, chef-lieu de la province du Haut-Touélé, notamment le gouverneur Christophe Bassian-Enanga ainsi que des députés nationaux et provinciaux. Outre l'homélie et l'ambiance qui ont régi cette commémoration, l'autre moment fort de la messe a été la remise par le gouverneur du Haut-Touélé d'une Jeep de marque Land Cruiser, don de la première dame Denise Nyakero aux religieuses des Bafouabaka, où a été affectée Anouarit Nengapeta avant de rendre l'âme. L'exemple de la bienheureuse doit nous pousser au courage et nous inciter à défendre notre parti. Je rappelle ici l'invitation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à tous les jeunes d'adhérer à l'armée et à la police. Je félicite l'organisation de la conférence épiscopale nationale de la marche prévue ce dimanche et j'invite toute la population à se joindre. Le gouverneur a encouragé tout un chacun à contribuer davantage pour le parachèvement des travaux du sanctuaire de la bienheureuse Nengapeta, morte en martyr de la pureté. Retour à Kinshasa, la section limitée du parti Alliance pour les changements a organisé une messe de prière à l'intention du député national Jean-Marc Kabunda Kabound en détention à la prison centrale de Makala. L'occasion a été pour les cadres et militants de ce parti d'implorer la miséricorde divine pour la libération de leur président national. C'était ce vendredi à la paroisse Saint-Kizito située au quartier Kingabois, dont la commune de Limité. Reportage Yannick Kouchou et Paul Munda. Plus de 100 jours après la détention du président national de leur parti politique Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabunda Kabound, cadres et militants de la section limitée se sont retrouvés à la paroisse Saint-Kizito pour implorer la grâce divine pour la libération de leur président. Dans son homélie tirée de l'évangile de Saint-Luc, chapitre 9, du 50e verset au 62e, le célébrant du jour a invité les membres et cadres de ces partis politiques à travailler pour le bien du peuple. Pour la libération de Kabound, le parti politique Alliance pour le changement compte sur la justice divine face à ce qu'il qualifie des dénis du point de vue justice humaine.
Signalons que Jean-Marc Kabound, détenu à la prison centrale de Makala, est poursuivi pour outrage aux institutions, au président de la République et propagation de faux bruits. L'annonce a été confirmée au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le pape sera à Kinshasa pour une visite de 3 jours, quid de son programme détaillé tout au long de ce voyage dans la capitale congolaise et détaille dans ses commentaires. Le pape François a confirmé sa visite en République démocratique du Congo pour le début de l'année 2023. D'après un communiqué du Vatican publié ce jeudi 1er décembre 2022, le souverain pontife va fouler les sols congolais le 31 janvier 2023 et se rendra ensuite au Sud-Soudan le 3 février de la même année. Selon le programme publié par le Vatican, le pape arrive à Kinshasa le 31 janvier à 15h. À 16h30, cérémonie de bienvenue au Palais de la Nation, suivie de la visite des courtoisies au président de la République. 17h30, le pape va rencontrer les autorités. Le 1er février 2022 à 9h, sainte messe à l'aéroport de Ndolo. À 16h30, le pape va rencontrer les victimes de l'Est de la RDC. À 18h30, rencontre avec le représentant des œuvres caritatives. Le 2 février, une rencontre est prévue avec les jeunes et les catéchistes au stade des Martyrs. À 16h30, le pape François va rencontrer le prêtre, les diacres, les consacrés, les séminaristes. À 18h30, une rencontre est prévue avec les jésuites à l'Annonciature. Le 3 février 2023, le pape se rendra à Juba, au Sud-Soudan. Pour rappel, évoquant des raisons de santé du souverain pontife âgé de 85 ans, le pape François avait reporté à une date ultérieure son voyage qui était prévu pour le mois de juillet 2022 en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan. Sport à présent pour boucler cette édition d'information. Le portier camerounais Simon Omosola n'évoluera plus sous les couleurs de l'ASV Club de Kinshasa. Les Dauphins Noirs ont décidé de libérer le gardien des buts camerounais arrivé au terme de son contrat. La présidente du comité de l'ASV Club a reçu les joueurs pour les remercier des loyaux services rendus au club vert et noir. Simon Omosola fut l'un des artisans de la qualification cette saison de The Club à la phase des poules de la Ligue des champions de la CAF. Ce journal est complètement terminé. Nous vous disons merci pour l'avoir suivi. Et l'actualité continue sur www.actu30.cd. Au revoir.